Bon, je te propose de commencer avec Kickstarter. Alors, on va vous présenter la page d'un projet qui est sur ses derniers instants. C'est le projet Rayman, donc c'est par le studio. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un studio montréalais. Je dis pas de bêtises, hein, c'est écrit juste en bas de leur nom, qui s'appelle Flyos Game. Et pourquoi est-ce qu'on vous présente ce projet? Ce n'est pas pour vous dire de vous y abonner. C'est parce que on a remarqué qu'en ce moment, c'est pas forcément évident de trouver toutes les informations au sujet des projets Kickstarter. Et pourtant, il faut chercher. C'est-à-dire que si vous vous promenez sur la page, vous allez trouver plein de vidéos qui vont vous présenter le jeu. Ça va être super bien fait et tout. Mais vous présenter le projet, c'est pas quelque chose qui est souvent couvert. Et pourtant, ça pourrait faire du bien parce qu'avec un projet comme celui-ci, en fait, quand on fouille un petit peu les internets, on se rend compte qu'en ce moment, Flyos Game, c'est pas un éditeur qui est en odeur de sainteté. Il y a plusieurs problèmes. Alors déjà, si tu peux passer sur les 7 projets créés par l'éditeur, tu as ça juste en dessous de leur nom, Oui, oui, Jérémy. vas-y, fais, j'arrive. Ok, pas de souci. Sur les 7 projets, il y a déjà Vampire The Masquerade Chapters qui est sorti maintenant il y a un petit moment. Qui est sorti avec pas mal de problématiques, notamment en termes de traduction. Il y avait des cartes qui étaient buggées. Il y a une grosse FAQ, donc bon, l'éditeur a quand même beaucoup cravaché pour rendre son jeu jouable, mais ça dénotait déjà à l'époque de potentiels soucis. Alors, est-ce que c'était des soucis en termes d'édition ou plutôt en termes de, comment dire, de vérification du jeu? Il n'y a pas eu beaucoup d'informations là-dessus. Mais voilà, hein, il y a plusieurs influenceurs qui ont mis le jeu en avant et je ne sais pas si vous l'avez acheté ou pas, mais c'est possible hein, que vous soyez tombé sur une version où vous vous ayez retrouvé bloqué à cause de certaines traductions et de certaines règles qui n'étaient pas optimales. Alors, je pense qu'il faut aller sur leur site hein, pour trouver. Alors, je ne sais plus si c'est sur leur site ou c'est sur BGG, mais voilà, il y a une grosse FAQ avec un gros correctif. Moi, je me souviens qu'à l'époque où c'était sorti, j'avais un ami qui m'avait proposé de faire une partie. Et nous, ça nous avait découragé justement quand on a dû commencer à faire des allers-retours sur la FAQ. Du coup, on avait un petit peu laissé tomber le jeu. Il a fini par le revendre. Mais c'est pas les seuls problèmes qui sont rattachés à cet éditeur. Il semblerait en ce moment que le jeu Werewolf, qui est tout en haut, n'ait toujours pas été livré. Je crois que pour Vampire, la définitive édition, il y a des problèmes avec l'application. Et il y a un troisième jeu qui, lui, n'est pas sur la plateforme de Kickstarter qui s'appelle The Lab, qui, lui, est en cours de livraison. Mais voilà, en fait, l'éditeur semble avoir certaines difficultés en ce moment. Et c'est ça, un petit peu la problématique, c'est jusqu'à quel point on peut conseiller en tant qu'influenceur un éditeur comme Flyos. Alors, je dirais pas que c'est le pire, hein, il semble quand même que les jeux finissent par arriver. Mais souvenez-vous, au moment où on a commencé à avoir des doutes par rapport à certains éditeurs comme le fameux Mythic Game, eh ben, ça a commencé par des petites news comme ça. En ce moment, il y a pas mal de langues qui se délient sur le sociofinancement. Notamment, on a eu cet été un post de Fred Henry qui expliquait un petit peu les réalités de cet univers et ça semble pas aussi paradisiaque et idyllique que certains, excusez-moi, peuvent le présenter. Un petit peu de fatigue, ça fait que je m'embrouille moi-même dans ma diction. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy, de tout ça? Est-ce que tu penses que les influenceurs devraient faire un travail plus en avant de prévenance, de mise en lumière de certaines problématiques, quand on sait que beaucoup d'entre eux, en fait, ce sont souvent des collabs ils sont souvent là pour faire la présentation du projet, ou
parce que bon, là, trouver les informations, hein, il faut se promener, comme je l'ai dit, sur les internets, c'est pas évident, il faudra la trouver au premier coup d'œil. Alors, vous pouvez toujours, et tout de suite après, je te passe la parole, Jérémy, hein, vous pouvez toujours, moi, c'est ce que je faisais à l'époque quand j'allais sur Kickstarter, aller sur les autres projets et vous promener dans l'actualité pour voir un petit peu ce que disent les gens, est-ce que les jeux ont été livrés, est-ce que la communication est bonne et tout ça. Ça, c'est des vérifications de base. Mais voilà, est-ce que c'est pas un petit peu le rôle aussi des influenceurs de renseigner sur ça? Est-ce qu'il faudrait pas justement avoir un JT? Je sais qu'il y en a beaucoup qui font la présentation des projets, mais est-ce qu'il faudrait pas aussi qu'il y ait des retours par rapport à ça? Je veux dire Qu'est-ce que tu qu'ils lisent les pages BGG. Oui, c'est de la présentation, oui, quelque part. Non, c'est méchant de dire qu'ils ne font que lire les pages BGG. Je suis d'une méchanceté sans fin. Excusez-moi. Non, je pense qu'en fait, ce qui manque, avant d'aller de tirer sur le messager, peut-être ce qui manque en fait, c'est un vrai, alors peut-être pas forcément un média, un site, mais je comprends que les plateformes ne mettent pas ça en place, mais tu sais, une espèce de Nutri-Score qui te permettrait de, en un coup d'œil, savoir où en est cet éditeur. Est-ce qu'il a livré tous ses projets? Est-ce qu'il a encore des projets en livraison? Est-ce qu'il a eu des problématiques de traduction, de matériel? On sait que parfois, il y a entre le matériel qui était promis et le matériel qui est livré, c'est pas le même, etc., etc. En gros, ce qu'on n'a pas, ce qui n'existe pas, c'est un endroit où, en un coup d'œil, avant même que tu puisses te dire, tiens, le projet m'intéresse, ou une fois que tu t'es intéressé au projet, te dire, ben voilà, c'est quoi les risques que je prends, tu vois, une espèce d'échelle d'évaluation de risque, puisqu'il y a un risque, on le sait de plus en plus, hein, depuis 2-3 ans, on voit que KS, c'est quand même, en tout cas le sociofinancement, c'est quand même le domaine des belles réussites, mais aussi des belles déconvenues. Et quand on parle de, si on prend ne serait-ce que Rayman, on est sur des trucs à plusieurs centaines d'euros quand tu prends le all-in, à Ouais, bah, 234 euros. t'as des figurines exclusives, elles valent 20 euros, là, t'en as 5, je suis en train de les regarder, tu vois. Non, excuse-moi, t'en as 4, je sais même plus Ouais. compter, moi. Donc voilà, donc en fait, ce qui moi me surprend en fait, c'est que depuis plusieurs années où il y a ces problématiques qui sont sorties, qui étaient beaucoup plus rares avant, alors il y a eu des déconvenues, hein, il y a eu des grosses arnaques, on se souvient de la copie du jeu 7e continent là, qui était sorti, une copie qui a vite viré, mais qui avait été du coup soutenue par certains influenceurs. Moi je me rappelle de 20 jeux, c'est là où j'avais arrêté de regarder leur site, parce qu'ils avaient soutenu le projet sans même se poser la question de... S'ils avaient reçu des sous, hein, tout simplement. Sans même se poser la question de est-ce que ce projet est vraiment sérieux, etc. Et donc, depuis toutes ces années, en fait, je me rends compte qu'il n'y a jamais eu... alors, ça demande du boulot, effectivement, mais un site, on voit qu'il y a plein de sites qui se montent en ce moment pour faire les sorties de jeux, pour faire les vidéos, pour faire tout ça. Mais il n'y a rien qui s'est monté sur ça, sur une évaluation. Et j'avoue que moi... j'ai pas envie, j'ai pas le temps, pas l'envie, et je pense qu'on perd une partie du public, même si je dis ça, mais en réalité, regarde les montants, etc. Tu vois, ça choque pas les gens que Flyos soit un peu... Il y a un red flag autour d'eux. Malgré tout, tu vois, il manque ces outils-là. Et moi, c'est plus ça qui me questionne. La deuxième question, c'était sur les influenceurs. Les influenceurs ou médias ludiques. Ah bah en fait, on en vient au même point, c'est que tu as une partie des gens qui vont être payés pour faire des vidéos. Donc, ils sont rémunérés pour soit faire des vidéos d'explication de règles, souvent, de présentation. Moi, ça a été mon cas avec l'Udema, par exemple. J'ai été payé pour faire une vidéo, c'était pour... je crois que c'était pour un jeu Lucky Duck Games, si je dis pas de bêtises. Pour faire une... Non, Lucky Duck. Je sais plus le nom, c'était un jeu de cartes, enfin bref. Donc on m'a payé pour faire une règle en 3D, puisque c'est ce que je vendais à l'époque. À ce moment-là, moi, ma prestation, c'est de vendre une vidéo en 3D qui explique la règle. Mon but, c'est pas de dire est-ce que la personne avec qui je signe est quelqu'un de correct, cohérent. Bon, c'était Lucky Duck Games, donc il n'y avait pas non plus de mauvaise presse autour.
Mais je sais qu'à l'époque, je me serais pas forcément, tu vois, posé la question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un engagement que tu prends, tu vois, auprès de ta communauté, en signant avec n'importe qui. Donc je pense qu'il y a quand même un travail minimum de se dire, ok, là, ça fait plusieurs projets que le gars, il est pas trop dans les clous. Est-ce que j'ai vraiment envie de toucher ces 500 balles, ces 200 balles? Je sais qu'il y en a eu qui ont été payés 40 euros pour faire une vidéo, etc. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Donc d'un côté, il y a ça, tu vois, il y a ce côté, est-ce que j'ai envie de m'engager? Et puis il y a de l'autre, il y a clairement un manque de médias, au sens large, hein, qui fait ce travail d'analyse, de présentation. Souvent, on te présente les projets, tu vois, à la semaine, etc. Mais il n'y a personne qui va prendre le temps de faire ce tri-là. Je sais que parfois, il y a eu par le passé, tu vois, certains vidéastes qui le faisaient, en parlant de certains projets, en faisant l'historique. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut une connaissance. Moi, à titre perso, par exemple, j'ai pas de connaissance KS. J'ai des petites infos comme ça, mais je serais incapable de te sortir. Tout à l'heure, on nous a parlé d'autres entreprises qui sont un peu problématiques, du style Red Joker. On sait qu'il y a eu la grosse affaire Exode Games qui a toujours pas été réglée, c'était Jurassic Park, là, les figurines. Ça aussi, il y a un super sujet parce que pour avoir un peu essayé de me renseigner sur le truc, on sent qu'il y a quand même des choses assez bad derrière. Très très bon, bref, on est dans le sordide presque. Il y a eu Mythic Games, etc. Bah, d'un etc. autre côté, si tu veux parler de sordide, il en reste que Rayman, c'est une licence Ubisoft, hein. Et bon, quand on voit déjà comment est-ce que Ubisoft a traité le projet Six Siege de Mythic Game en communiquant quasiment pas, voire pas du tout. Tu vois, moi je me dis, si jamais ce projet-là se retrouve dans la tourmente, voilà, hein, tu vas te retrouver une fois de plus avec un projet à licence qui, comment dire, qui va chuter, quoi. Alors, moi, j'avoue que quand le projet est sorti, bon, la nostalgie m'a frappé, hein, je pense, comme beaucoup de personnes. J'ai passé beaucoup d'heures à jouer à Rayman. On sent hein, d'ailleurs que le projet, il est pas mal axé sur la licence. Je veux dire sur la licence, excuse-moi, sur la nostalgie. Mais concrètement, mécaniquement, c'est mécaniquement que le jeu m'a arrêté. Je suis pas un très grand fan des jeux de course, hein. Je dis pas que mécaniquement il est faible, mais effectivement, c'est en parlant avec toi que je me suis rendu compte qu'en fait c'était Flyers Game, hein, parce que c'est en fait tout à l'heure je me suis attribué un petit peu de ton travail. C'est toi qui as fait les recherches par rapport à cet éditeur. Et vous voyez, hein, tu descends plus bas, là, le all-in, c'est 233 euros. Ouais, Euh, 234, ouais. moi, je lis 233 euros. Ah ouais, approximatif. Ouais, ouais, parce que c'est pas en français, c'est en dollars canadiens, je crois. Ils font la Ouais. transformation. Mais c'est ça, Et ouais. ça, je pense que c'est sans les frais de port. J'ai Mm. pas complètement checké le truc. Ça veut quand même dire que tu peux te retrouver avec 200. Allez, si. Tu vois, là, ça y est, je suis sur les frais de port de l'Europe. Donc, le pledge légendaire, c'est 40. Voilà, tu peux te retrouver avec presque. Alors, ça fait pas vraiment. C'est 40 dollars canadiens, donc ça doit faire du 250 euros qui se promènent dans la nature, un petit peu plus. Euh, voilà, si tu te retrouves dans la même sauce que se sont retrouvés les gens de Six Siege, ça fait pas plaisir, quoi. Et à un moment donné aussi, je pense que toutes ces affaires-là ont tendance à tirer le sociofinancement vers le bas. Et c'est là où je te rejoins un petit peu sur le côté, faudrait peut-être qu'il y ait un média. Alors, bien sûr, tout à l'heure, il y a Didou qui nous disait que les influenceurs ne sont pas des journalistes. Effectivement, la question n'était pas de leur dire il faut qu'ils fassent un boulot de journalisme avec enquête et tout ça. Mais je pense qu'ils sont quand même, de par la proximité qu'ils ont avec les projets et tout ça, je pense qu'ils sont quand même souvent au courant
Et je me souviens même d'influenceurs qui se sont pris la tête avec des éditeurs, hein. L'une des histoires les plus célèbres, c'est le culte du dé, qui avait fait une vidéo, je pense que c'était à l'époque du jeu que moi j'ai en arrière de moi, là, Enchanters, où il avait parlé de toutes les problématiques qui étaient observables. Alors, il avait même pas dévoilé des secrets, hein. C'était des trucs, des informations qui étaient trouvables sur la plateforme Kickstarter par rapport à Mythic Game, et ça avait pas beaucoup plu à certaines personnes. Mais voilà, effectivement, peut-être qu'on pourrait faire la distinction entre ceux qui font la publicité, parce que toi, tu parles, effectivement, je suis là-dessus. Je pense que, bah, moi, ceux que je connais, je pense qu'ils font ce travail-là. C'est-à-dire que quand ils voient qu'un éditeur est pas sérieux, ils ne retraitent pas avec, tu vois. Mais moi, je pense plus que c'est ceux qui se contentent de parcourir les projets, qui font les news sur les projets, comme moi je l'ai eu fait à un moment donné avec le JT, qui devraient faire un minimum de recherche, quoi. Mais j'ai l'impression souvent que le travail de recherche dans le monde du YouTube ludique francophone, il est pas... parce qu'on voit pas mal d'affaires aussi qui arrivent du côté anglophone, hein, avec des prises de bec entre des éditeurs et des influenceurs. Parfois, c'est à défaut des influenceurs. Comme on avait traité, j'ai oublié le nom, c'était quoi, Club Game, je crois, ou un truc comme Mhm. ça. Mais il y en a certains qui ont commencé à pointer du doigt certains projets et tout ça, et ça n'a pas toujours plu. Donc, il semble que ça soit peut-être un petit peu plus fait du côté anglophone, ça serait à vérifier. Mais du côté francophone, j'ai l'impression, moi, souvent, que en dehors de quelques noms que je pourrais citer, il y en a beaucoup qui passent là-dessus. Il y avait quelqu'un qui voulait savoir c'était quoi le jeu inspiré du septième continent, mais je pense que tu t'en souviens plus, hein. Je me souviens plus du nom, c'était un Black quelque chose. Je pourrais essayer de retrouver, je le mettrai en description ou en commentaire de la vidéo sur YouTube. Euh, mais voilà, Et, mais c'est vraiment une copie, un copie-colle du truc. Et en fait, tu sentais quand tu... juste, je te rends... ouais, vas-y, je te rends la parole juste pour dire oui, et Didou a aussi raison, Ubisoft a aussi fait le coup avec le fameux projet Far Cry de Funforge, hein, on s'en souvient. Non, je pense pas qu'il parle de carte Aventura, hein. Non, non, non. Non, non, C'est pas c'était... passé par tout ce C'était financement. en 2018, mais c'est un projet qui a été annulé. En fait, très vite, les gens ont commencé à... Enfin, moi, je me souviens, j'avais à peine cliqué sur la page KS pour regarder, et en fait, très vite, on se sentait, je sais pas, ça puait l'arnaque. Mais tu sais, tu le Ok. voyais à la manière dont la page était présentée. Enfin, il y avait plein de trucs qui te donnaient des indices, clairement que ça n'allait pas. Et très vite, le truc a été annulé parce que ça avait fait... bah, les gens ont commencé à sortir des infos. Moi, je crois que j'avais été chercher sur société.com. Enfin, faudrait retrouver à l'époque de l'UDEMA. Il y avait peut-être j'en ai parlé ou quoi. Et donc, ouais, il y a des trucs. Et, euh, et c'est vrai que certains influenceurs ou certains médias, mais je leur jette pas la pierre, hein, mais peuvent se laisser avoir parce que bah, tu reçois des sous. Et puis, t'as pas envie de faire ce travail de réflexion parce que bah, majoritairement, tu n'es pas en train de te dire il y a des problèmes parce qu'il faut se remettre à l'époque aussi. À l'époque, il n'y avait pas tous ces problèmes. Aujourd'hui, je pense que c'est moins clair. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas faire ce travail de recherche parce que il y a vraiment ces problématiques. En tout cas, pour tout ce qui est sociofinancement. Euh, Oui, puis faut pas oublier que dans tout ça, Kickstarter ne vous défendra pas. Alors, je sais pas, j'ai jamais eu affaire à GameFound, mais euh, certains ont l'air de dire que c'est moins le cas chez eux. Mais Kickstarter, eux, ils sont très clairs, hein, dans toutes les affaires avec Mythic et tout ça. Ils, voilà, ils sont intervenus quelques fois, c'est très très rare, mais c'est rarement pour défendre les pledgers, hein, et ça, c'est un truc où on pourrait justement en discuter longtemps, parce que moi, c'est souvent quelque chose qui m'a révolté. Mais voilà, c'est leur politique. Je t'ai mis le lien du projet donc, de Flyos Game sur GameFound, juste comme ça pour que les gens voient de quel jeu je voulais parler. The Ça s'appelle The Lab. Lab. Ouais. Alors, je sais pas où ça en est. Si vous avez des informations, je suis preneur. Euh, voilà, ça va être quand même un petit projet. Oui, oui, bah, qui a l'air, ça a l'air de fonctionner et tout.
Mais Alors, bonsoir c'est Pledge Mobs. Manager, donc, mais je l'ai pas vu sur les projets présentés euh, sur, euh, euh, sur Kickstarter, donc je pense vraiment qu'ils sont passés par Oui, oui, GameFound. Donc, je pense qu'il y a ça, mais ça montre aussi, tu vois, le fait que si tu as un barème quelque part qui te... Autant, tu vois, je disais, je comprends que les plateformes ne mettent pas ça en place, puisque la manière même de faire fonctionner ces sociofinancements, elle est basée sur la communication et les biais cognitifs. Donc, tu as beaucoup d'effets qui sont là pour te faire justement enlever ta capacité de réflexion et pour te faire cliquer le plus vite possible. Tu sais, le fameux early birds, les fameux, tiens, t'as des promos, tiens, t'as ci, t'as ça, tu vois, on te met pas le prix le prix total, mais t'as un prix entre guillemets hors taxe puisque t'as pas les transports, etc. Donc t'as plein d'effets comme ça. Et toi, si tout à coup, ils devaient se mettre à mettre une petite barre verte, orange ou rouge, tu vois, pour te dire attention, le projet est-il sérieux ou pas, bah en fait, tu leur dirais, bah, pourquoi tu mets une barre, pourquoi tu interdis pas le projet. Donc en fait, je comprends pourquoi eux ne mettent pas ça en place. Mais toi, le fait qu'il y ait plusieurs plateformes, qu'ils peuvent lancer des projets partout, donc c'est impossible de tout suivre, etc. Et que t'as pas un endroit où tu peux te référer et te dire, ok, Flyers Games, à quel point c'est sérieux. Comme je disais, le but c'est pas de dire, bon, eux, il faut pas y aller, mais c'est de dire euh, quel est le risque que je prends à pledger. Si tu sais que tu prends un énorme risque, bah c'est ton argent, tu fais ce que tu veux, tu vois. Moi, ça me pose pas de problème en fait que tu tentes le truc. Mais par contre, je trouve dommage qu'il y ait des personnes qui vont se laisser avoir parce que c'est Rayman. En plus, le jeu, franchement, j'ai un peu regardé. Bon, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. il a pas quand même l'air d'avoir un succès immense, hein. C'est juste, c'est moins de 2000 Ouais, souscripteurs. mais en fait, Pour Flyos, c'est une petite. Ok. Parce qu'on. Ouais. Mais ça aussi, tu vois, ça Donc, permet de voir aussi des évolutions dans la crédibilité de l'éditeur au fur et à mesure de ses projets. En fait, voilà, ce qui manque, c'est ça. C'est vraiment un outil à côté. Alors, si quelqu'un a les capacités, les compétences et l'envie, ça peut être cool. Je pense que ça servirait beaucoup, même si j'ai l'impression que le KS est un peu en perte de vitesse. D'ailleurs, j'ai un article qui en parle, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde du sociofinancement. Je vais essayer de le retrouver, excusez-moi, parce que je suis un peu perdu dans tous mes trucs. Mais j'ai vu que notamment alors, Kiss Kiss Bank Bank, vas-y, pendant que je cherche. juste avant, on peut constater quand même qu'il y a une nouvelle mode. Alors, si jamais tu retournes sur la page de The Lab que je t'ai envoyée, Ouais, euh, en bas, tu as les dernières heures du projet de Puerto Rico. Donc, c'est de l'association entre Hurricane Rims et Alea, donc Ravensburger. Tu l'as? Ouais, tu as oui. t'as juste à cliquer dessus. Donc, en ce moment, on constate quand même qu'il y a cette grande vague qui, alors, je sais plus quel est le premier projet. Je crois que c'est la réédition de Mad King Ludwig. Euh, c'est comme ça qu'il s'appelle là, le jeu où tu dois Mhm. construire un château avec des Ouais. tuiles, où tu as des tuiles immenses et tout. Ensuite, on a eu droit au château de Bourgogne, donc qui était l'un des premiers, puisqu'il y a eu un gros accord entre Ravensburger. Alors, je sais plus s'ils ont acheté du capital de GameFound ou si c'était un accord financier, je sais plus exactement. Il aurait fallu que je me repenche dans les dossiers qu'on avait traités. Mais voilà, de ça, on est sorti les châteaux de Bourgogne. Là, on a Puerto Rico. Et je vais t'envoyer, je te l'ai envoyé, le troisième lien que je t'ai envoyé là. Maintenant, on voit que il y a aussi nos amis de chez Super Meeple qui vont s'y mettre, puisque devrait arriver pour le 25e anniversaire de Tikal, la version Tikal Legend. Donc ça arrive prochainement sur Kickstarter. Donc cette, cette mode de prendre des vieux jeux et d'arriver avec, je crois qu'il y a une vidéo, alors je sais pas si elle est encore sortie ou si c'est une photo que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais je pense ils sont allés faire un petit tour du côté de un monde de jeux. Mais voilà, c'est des versions hyper deluxe de ces vieux jeux. Je pense même que, tu vois, pour moi, déjà, la réédition de Tikal
par Super Meeple, c'était une version de luxe par rapport à la version originale. Mais là, ça va dans le démesuré. J'ai des amis, moi, qui ont mis la main sur la version de Château de Bourgogne. C'est vraiment, c'est vraiment, t'as du matériel partout. T'as des boîtes, t'as de plus quoi savoir quoi en faire. Là, je sais pas si t'as vu sur Puerto Rico, t'as des livres. Ça a l'air vraiment cool si t'es un passionné, un collectionneur, tu vois. Mais voilà, t'as deux extensions, t'as des bâtiments de partout. Bon, c'est Hurricane Rims, hein, donc eux, ils aiment les miniatures et tout ça. T'as les petits bateaux là pour amener les marchandises et tout. Euh, je sais pas, toi, t'as quelque chose à dire, toi, sur cette mode moi, je trouve ça cool parce que ça remet au goût du jour des jeux que on avait peut-être laissés de côté. Sauf que, alors dans le cas de Ravensburger, les versions de Château de Bourgogne et Puerto Rico sont toujours en vente dans le commerce. Mais par exemple, je pense que Super Meeple, on peut aussi toujours mettre la main sur, euh, sur Tikal. Mais voilà, est-ce qu'on va pas se retrouver avec tous les éditeurs qui vont tenter de... Parce que par exemple, les Space Cowboy, est-ce qu'ils ont accès au catalogue de Istari et tout ça? Parce que là aussi, tu as plein de jeux que tu pourrais ressusciter comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ça, Jérémy, de cette mode? Oui, oui, bah juste avant, je reviens, c'est Mister Patate, hein, si je dis pas de bêtises, qui nous a retrouvé. C'est Ultimate Conspiracy, le jeu Ouais. 7ème continent. Voilà, merci, merci d'avoir trouvé l'info. Euh, Bah en fait, je te rappelle, il y a quelques mois, dans une vidéo, on parlait de la KSisation du circuit boutique. En fait, Mm. on est en plein là-dedans, quoi. On va vers ces trucs de luxe. Et... En fait, on est en train de séparer le marché en deux. Tu as les gens qui vont acheter la masse, on va dire le mass market qui va acheter les jeux à moins de 30 balles, qui est ce qui est la dominante aujourd'hui. Hein. Quand on avait regardé la dernière fois, la semaine dernière, sur les jeux les plus vendus, dans les jeux les plus vendus du secteur jouet, pas du secteur jeu de société, mais du secteur jouet, tu as 1 Skijo, 2 Uno et 3 Cracklist. Donc 3 jeux de Mm. cartes. Donc on va avoir cette mass market qui va se positionner là-dessus. Et puis je pense sur des projets qui va viser plutôt les passionnés, qui ont de Mm. l'argent, eh ben on va aller sur de la KSisation avec ces versions de luxe, ces versions collector, ces versions à durée limitée. On est toujours dans ce côté KS, etc. Donc je suis pas étonné qu'en fait ces jeux ressortent en version comme ça, ultra pépite. Et je pense qu'on va avoir que ça parce que bah, ce marché-là, comment tu peux le séduire? Il n'est pas Mm. nombreux, donc pour que ce soit rentable, il faut que tu en fasses. Enfin, tu vois, si tu leur proposes un jeu à 20 balles et bah, t'intéresseras pas grand monde, on va te dire bah, pourquoi t'es pas en circuit boutique normal, etc. Donc en proposant des trucs vraiment niches, mais très chers, je pense que tu augmentes tes marges, tu fais vivre cette partie-là du secteur qui est devenue maintenant à la marge, et donc je serais pas étonné que ça continue parce que c'est des valeurs sûres. On est dans cette... ça fait 20 ans, tu sais, on en parle pour le cinéma. On en parlait, nous, quand on a fait nos vidéos sur les séries. On en parlait, c'est l'époque doudou. Donc on cherche Mm. toujours à te donner c'est quelque chose qui te rappelle ton enfance, qui te rappelle Ouais. tes années de jeu. Et souvent, c'est des jeux qui font vibrer les joueurs, les anciens. Tu vois, ceux qui ont Ouais. l'achat, ceux qui ont les moyens de se racheter ça, de se dire ah oui, je me rappelle à l'époque on jouait qu'à ça, c'était génial. Et donc on est dans cette époque doudou et pareil avec le licensing de masse sur tous les secteurs culturels. Hein, tu retrouves ça, c'est Netflix, tous les grands Netflix, Amazon, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que quasiment du licensing, de l'adaptation, soit de jeux de société, de jeux vidéo, de livres. T'as quasiment Mm. plus rien qui ne se crée ex nihilo, quoi, si je puis dire. Mm. Et en fait, dans le jeu de société, c'est un peu pareil. Ce qu'on a déjà dit plein de fois, hein, ça fait des années qu'on est déjà là-dessus, que le marché est en train de bouger. Mais là, c'est vrai que la Ouais. KSisation, c'est vraiment un truc. Alors, moi, je suis content de voir comme disait quelqu'un, hein, c'est vrai que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais moi, je suis toujours très content de voir des vieux jeux comme ça revenir sur le devant de la scène.
Tu vois, par exemple, là, j'ai réussi à organiser, je suis tellement fier de moi. Vendredi soir, je vais pouvoir jouer avec 5 autres personnes à Concordia en équipe. Tu vois, c'est vrai que j'aime beaucoup ces jeux qui ont marqué une époque et qui, au jour d'aujourd'hui, semblent ne pas avoir vieilli. Alors, c'est pas le cas de tous, hein. Il y en a certains, tu sens que c'était des jeux d'une époque, quoi. Je me souviens, j'avais parlé avec toi de El Capitan, qui est un jeu de Istari, qui est tellement, tellement violent au point que si jamais tu prends un petit peu de retard sur le premier tour, c'est fini. Tu pourras jamais revenir dans la game, quoi. Mais voilà, c'était des jeux d'une époque et tout ça. Donc, le fait de pouvoir les remettre en lumière. Par contre, je me demande, tu vois, jusqu'à quel point ça remet le. Ça, tu vois, c'est de la curiosité, mais ça serait bien si on pouvait avoir ce genre de statistiques. Jusqu'à quel point, par exemple, le Puerto Rico, l'association entre Hurricane Dreams et Ravensburger, remet de la lumière sur Puerto Rico. Est-ce que ça a augmenté les ventes et tout ça? Ça serait quelque chose de cool à savoir, tu vois. Euh, Maintenant, j'ai beaucoup aimé la référence que tu faisais par rapport à la nostalgie. Est-ce que tu peux juste afficher la vidéo que je t'ai mis le lien d'une vidéo dans le document Ouais, en lien est-ce numéroté. qu'on peut digresser 5 minutes avant d'aller sur ta vidéo? Bah, ça va dans la vidéo, je te laisse digresser juste après. Allez, c'est parti. Tu vas voir. Cette émission est sponsorisée par... C'est une petite recommandation que je vais vous faire, justement quand on parle de nostalgie. C'est une chaîne que moi j'aime beaucoup, qui parle de science-fiction. C'est le Nexus 6 avec le capitaine que vous pouvez voir sur l'écran. Et il parle donc du dernier film Alien. Et l'angle d'approche est assez intéressant justement parce que il rattache en fait ce film, le ressenti de ce film par rapport justement à l'impact qu'a eu les premiers aliens dans sa vie. Et il en sort du positif et du très négatif. Donc, bah, écoutez, je vous laisse, même si je vous ai un petit peu spoilé, je vous laisse regarder la vidéo. Je sais pas si tu l'as vue, toi, celle-là, Jérémy. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est particulier, hein. Oui, mais je suis assez d'accord sur une partie. C'est quelque chose qu'on a depuis des années. Alors, ce qu'on a appelé les legacyquels, donc qui sont des suites, donc des suites officielles d'une série, d'une grande saga, mais qui sont comme des préquels. C'est-à-dire qu'ils rebootent la série, quoi. Et donc on a ça dans extrêmement Ghostbusters, on a eu ça, sur ce que tu veux, quasiment tout a été passé au Legacy Quell, Scream, ce que tu veux. Et donc dedans il y a du très bon parfois, la majorité du temps c'est quand même très mauvais, et surtout les très mauvais c'est ceux qui ne font que jouer sur l'esprit doudou, c'est-à-dire qui ne te font que te servir tes références en oubliant de te raconter en fait une histoire, en oubliant de te raconter une nouvelle histoire et de te réintéresser, quoi. Mais on est dans cette vraie tendance. Voilà. Ouais. Une approche quand même intéressante de revenir justement sur le ressenti et de voir comment, à un moment donné aussi, on peut avoir un écœurement. Je pense que c'était dans la critique qu'on avait fait Le Joueur du Grenier du même film, où il disait que lui, il était tanné au bout d'un moment que le film, il fait « Eh, regarde, hein, t'as vu là, t'as vu ?» Ouais. Ben, moi, ça m'avait fait ça sur, tu vois, un film que j'ai attendu cet été, qui a pas amélioré ma dépression, je pense, mais Axel Follet, tu vois, moi j'ai adoré Le Flic de Beverly Hills à l'époque parce que j'étais ado, et donc là, Netflix nous ressort Axel Follet, et ça m'a fait un peu, alors je vais être méchant, mais désolé, je glisse un peu. Ça m'a fait un peu la dernière vidéo de Fall, tu vois. C'est le club du troisième âge, tu retrouves tous des gens que t'as adorés, mais qui ont pris un sacré coup dans la patate. Et en fait, d'ailleurs, petit hommage aussi, puisque un des acteurs du film est décédé, je crois, aujourd'hui ou hier, il y a quelques jours. Taggart, hein, celui qui jouait Taggart, si je dis pas de bêtises. Mais donc, ça m'a fait ça, en fait. J'attendais vraiment Axel Follet parce que j'adorais ça. Et en fait, ça a pris un sacré coup de vieux parce qu'ils ont été reprendre que les anciens acteurs. Et tu vois, ils ont plus l'âge, quoi. Ils ont 80 balais.
ils sont au bout du rouleau, donc tu sais même pas s'ils tiennent pas avec des poulies. Enfin bon, bref. Et tu fais, il y a des fois, autant j'aime bien quand on va récupérer les anciens acteurs pour faire un clin d'œil, par exemple dans Fall Guy, donc dans L'homme qui tombe à pic, donc le film qui a été tiré de la série. À la fin, on retrouve Lee Major et l'actrice dont j'ai oublié le nom, parce que comme toujours, on oublie toujours le nom des actrices. C'est une terrible maladie, le sexisme. Et à la fin, tu retrouves ces acteurs-là, tu vois, ils font un clin d'œil. Et ça, moi, ça m'a suffi. T'as la musique du générique. Tu vois, j'ai été content de retrouver mon petit passé parce que il y a 25 ans, je regardais ça, quoi. Et Mais c'était pas dans le premier Mission Impossible de Tom Cruise aussi, où t'as un des vieux acteurs qui joue dedans? ouais, c'est ça. Mais tu vois, on n'était pas encore dans les Legacy sequels. Là, on était dans la nouvelle série. Donc, une vraie adaptation. Mais depuis, c'est devenu, bah, tu vois, le dernier Ghostbusters, on te ressort les acteurs de l'époque. Mais il y a déjà dans le premier, hein, je me souviens que les trois, ils se ramènent à la fin. Ouais, en clin d'œil. Il y en a un qui est en fantôme, etc. Mais du coup, mais tu vois, pareil, le dernier Indiana Jones, le dernier tout ça. Et tu dis, il y a des fois, en fait, est-ce qu'il y a besoin de faire des suites? Est-ce qu'il y a besoin de ce côté doudou? Alors, je comprends, on est tous pareils, on a tous envie de ça. Moi, le premier, dès qu'il y a un projet qui arrive et qui rappelle mon enfance, tout de suite, je suis plus intéressé, plus aiguisé à me renseigner sur le sujet que quand on me propose une nouvelle chose, quoi. Mais malgré tout, est-ce que des fois, on ne devrait pas s'arrêter, quoi? Bah, moi, j'ai plutôt tendance à, depuis que j'ai vu Indiana Jones 4, tu vois, je suis même pas allé voir le 5, j'ai envie de dire, foutez la paix aux licences de mon enfance. À la limite, tu vois, je préfère qu'ils en réécrivent une nouvelle mouture. Tu vois, par exemple, ça avait été le cas avec... Bah, si, tu vois, je préfère, par exemple, le Total Recall là, qu'ils avaient fait avec Colin Farrell, que j'avais pas du tout aimé. Mais tu vois, au moins, ils ont pas essayé de reprendre Schwarzenegger, Oui. de lui refaire Total Recall 2, voilà, tu vois. Oui, comme Diane, on est souvent déçus, mais je suis d'accord. Il y a des fois, ça marche, mais il y a des fois... Et là, tu vois, quand tu vois que James Cameron veut refaire une nouvelle série de films Terminator en partant du principe... C'est James Cameron qui a très bien expliqué la chose. Il a dit pourquoi le dernier Terminator n'a pas marché, celui avec Linda Hamilton et Schwarzenegger. Il a dit parce qu'en fait, ils sont vieux. Il a raison. En fait, c'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent pas revoir... Terminator, je suis désolé, ça fait un petit moment. Déjà, Terminator 3, et ils te resservent Terminator 2 en changeant le T-1000 par, je sais plus, c'est quoi le... Oui, le T-milliard, là. Mais toi, lui, Ouais, il a c'est bien ça. expliqué, tu vois, dans une interview, il a vraiment analysé. Et du coup, ça lui a redonné En envie de dehors repartir sur une nouvelle série. Tu vois, le Terminator 4 qui arrive à un moment donné, bah voilà, lui au moins avait une proposition un petit peu différente, tu vois, même si, ok, c'est un film Ouais. qui a ses faiblesses et tout. Ensuite, derrière, celui avec la mer des dragons, le dernier qu'ils ont sorti, non, c'est vrai que c'est des catastrophes ambulantes. Maintenant, il y a la série sur Netflix que j'ai pas complètement terminée, qui s'appelle Terminator Zero, qui est, elle, pas trop mal. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus loin dans les news. Mais ouais, je sais pas si j'ai envie, moi, de revoir des Terminators, hein. Ça, c'est les Predators aussi. Je veux dire, moi, je me souviens le massacre qu'ils ont fait quand ils m'ont vendu Terminator versus Alien, hein, je pense le truc qu'on attendait le plus. Et quand on a vu le film, on a fait, mais En c'est même quoi temps, ça? c'est Paul W. Anderson. Oui, Bon, oui, c'est vrai. tu savais qu'on allait au casse-pipe. Mais ouais. Et du coup, j'en viens à la petite question que j'ai eu l'idée pendant qu'on parlait. Vas-y. On parlait des vieux jeux, tu vois, des vieux pots dans lesquels... ça serait quoi, toi, un jeu que tu t'aimerais bien, qui n'existe plus, qui n'est plus édité, mais que tu aimerais bien revoir, tu vois, qui pour toi mériterait un petit retour moi, j'en ai un, hein, moi, Vas-y. je vais vous le mettre, hein, alors, j'en ai déjà parlé, hein, c'est un de mes jeux, c'est Guillotine. Guillotine, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué il y a très longtemps. C'est un petit jeu de cartes dans lequel tu fais tu gères tes personnages de la Révolution française et en fait c'est sous la forme d'une queue-leu-leu, sachant qu'on guillotine les premières cartes et en fait les cartes ont des effets qui permettent de manipuler qui est dans la liste. Vas-y. Je reviens. Qui est dans la liste et donc il y a un côté
Il y a un côté où tu essayes de faire des coups fourrés, que c'est... Enfin, tu gères tes cartes et des fois contraint parce que tu vis... Enfin bon, bref, c'est vraiment un jeu qui mériterait de revenir. Je sais qu'à un moment, il a été interdit. Il y a eu des problèmes parce que le fait que la thématique, le fait de guillotiner des rois, tout ça, des Si on nobles... peut plus guillotiner les gens comme ça maintenant, sérieux. Ouais, C'est ouais. quoi ce siècle? Et donc voilà, moi ça fait partie des jeux que ça fait longtemps. Alors, pendant un moment, je le cherchais, les gens m'envoyaient, tu sais, des liens de quand il était en vente sur Ocaseo. Là, j'ai vu, il y a des annonces à 80 €. Les gens, allez vous pendre, hein, s'il vous plaît. 80 balles, quoi. Non, mais sans déconner, c'est pas des... C'est pas fait avec des fils dorés à la main. Enfin, je ne sais pas. Les gens deviennent fous, hein. Franchement, avec les jeux, il y en a qui pètent des plombs, quoi. Mais voilà, donc ça mériterait vraiment, je pense, une nouvelle édition. Je sais qu'il y avait une fois, ils avaient essayé de le ressortir, je sais plus, je crois qu'il y avait eu des problèmes en Angleterre ou je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Moi, alors, s'il n'est pas réédité, j'ai toujours ma copie, donc ça me va. Mais je pense que c'est un jeu qui... je sais pas pourquoi il n'a pas eu plus de succès que ça à l'époque où il est sorti. Mais pour moi, c'est un des meilleurs jeux de son auteur, et je vais te parler d'un auteur français qui est quand même assez connu, puisqu'il s'agit de Monsieur Antoine Bauza. Donc, tu sais que Monsieur Antoine a fait beaucoup de jeux. Bah, il a fait beaucoup de jeux. Il avait à un moment donné un penchant pour faire des jeux coopératifs, dont l'un des plus connus, c'était le truc qu'ils ont réédité en Heroic Fantasy. Là, je me souviens plus comment il s'appelait. C'était pas Ghost, oui, Ghost Story. C'était Ghost Story, hein. C'était comme le nom du film dont il était tiré. Qui certes était très très dur, mais pour moi son meilleur c'est celui-ci. Alors je ne sais pas si tu le vois à l'écran. Ça s'appelle Samurai Spirit. Et en fait, comme Ghost Story s'inspirait donc de l'univers du film d'horreur, ce film fantastique plus que film d'horreur, hein, c'était un film de série B plutôt sympa, Ghost Story, histoire de fantômes chinois. Lui il s'inspire des 7 samouraïs. Et c'est un petit jeu, donc c'est Funforge qui l'avait. Et en fait, c'est un jeu où tu vas avoir des héros et tu vas les ennemis. Tu dois défendre un village et les ninjas qui attaquent le village, c'est des cartes qui ont des valeurs. Et en fait, il faut que tu classes les cartes sans trop blesser ton samouraï, utiliser les pouvoirs pour te débarrasser de certaines cartes et tout. Il y a des boss. La tension est plutôt sympa. J'ai fait pas mal de parties en solo sur ce jeu. Je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté. Et ouais, il reprend un peu la mécanique effectivement du blackjack. Tu as raison. Mais voilà, moi c'est un jeu. J'ai fait pas mal de parties en solo. J'ai fait des parties avec des amis et tout. On s'est toujours bien marré avec ce titre-là. Et je pense très honnêtement que c'est un des meilleurs titres coopératifs de Antoine Bauza. Mais voilà, c'est un jeu qui est plus trouvable. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est pas une pépite qui est très très vieille non plus. Hein. Je sais plus quelle année il est. 2014. Comme quoi, 10 ans. Demande-moi n'importe quelle date, je peux. Google est ton ami. Est-ce que tu veux passer au sujet suivant? Ouais, j'aurais répondu à Monsieur Patate qui disait que Guillotine a mal vieilli et Natou qui disait avec une réédition, je suis sûr que ça se corrige. Ouais, je suis assez d'accord. Que le jeu a vieilli, forcément qu'il faudrait le remettre au goût du jour. C'est-à-dire ce qu'on pouvait accepter à l'époque. Notamment, moi je pense à une mécanique qui, je trouve, n'a plus sa place dans le jeu aujourd'hui, qui est de passer son tour. Et je crois qu'il y avait ça, on pouvait te faire sauter ton tour. Et je pense que ça, effectivement, c'est des choses qu'il faudrait corriger pour rendre le jeu encore un peu plus fun. Mais je pense qu'il y a moyen de l'améliorer pour le rendre un peu plus fou. En fait, je pense que c'est un jeu qui mériterait d'être encore un peu plus foufou. Et que ça, il aurait sa place. Mais après, il y a sûrement des histoires de droit, etc. quoi. Ok.